Monsieur César Silou. Madame Elisabeth Dominguez. Monsieur Jean-Claude Tual. Jean-Christophe. Pourquoi Jean-Claude, c'est ton père? Excuse-moi. Madame Fabienne Bouchez. Madame Fabienne Vaugarny présente. Monsieur Benoît Lefort. Monsieur Carlos Pereira. Présent. Madame Sophie Stucky. Monsieur Tanguy Farouja. Monsieur Cyril Lamiot. Monsieur Youssef Koutri. Madame Yasmine Djelaya. Monsieur Benoît Monteau. Il ne pouvait pas être là, il a terminé ses cours beaucoup plus tard. Je ne sais pas s'il a donné un pouvoir. C'est toi qui l'as, Françoise. Voilà. Il est 19h36, on se réveille. Voilà. Monsieur Gérard Lévy. Madame Dominique Dupuy-Goyer. Madame Marcille David. D'accord. Monsieur Nicolas Hu. D'accord. Monsieur Mathieu Seval. Madame Dalila Drif. Madame Catherine Géronimi. Je note absent. Oui. A priori, nous avons eu une information comme quoi Madame Géronimi, Monsieur Lerouge et Madame Frémont ne seraient pas présents. Donc je mets tous les deux. Mais bon, pour l'instant, ok. Voilà. Madame Anne-Claire Frémont, notée absente, et Monsieur Marc Lerouge, noté absent. Merci. Voilà. Merci. Donc, je propose de passer au point numéro 1 après l'appel, qui est l'approbation du procès-verbal du dernier conseil avant l'été, c'est-à-dire du 28 juin 2022. Avez-vous des remarques à faire, des corrections à apporter? Non. S'il y en a... Monsieur oui, Lévy, excusez-moi. Très simple, à la page, je vais vous le dire, 17. Donc, monsieur le maire, vous aviez dit, comme vous le constatez vous-même, cela a été précisé lors du démarrage du PAD, nous avons des objectifs et des contraintes du SRIF. Ce n'est pas le SRIF, c'est le SRIF. Le SDRIF. Bah, alors, ça dépend, je ne sais plus, il y a le... Attendez, je vais sur la page. Parce qu'on parle, voilà. Il faut voir le contexte, parce que vous avez le SDRIF, vous avez le SRIF, vous avez le FPIC, voilà. Ça dépend du contexte. Vous êtes sur quelle page? Le schéma directeur de la région d'Île-de-France, c'est le schéma directeur de la région d'Île-de-France. Alors, vous êtes... Tac. La fin du troisième paragraphe. Oui, c'est le SDRIF, le schéma directeur de la région Île-de-France. Donc, il manque un D. Ok, alors j'en profite pour dire que il y a une consultation qui est lancée au niveau régional, le conseil régional, c'est le SDRIF maintenant environnemental, et dans leur site, il est incité, on incite, disons, les collectivités locales de reprendre cette consultation la plus large possible auprès des assos, des citoyens. Donc la question sera posée, qu'en est-il de notre commune? Est-ce qu'on s'associe à cette démarche qui semble coparticipative et utile parce que le SDRIF Futur Environnement a objectif 2023 pour qu'il soit calé. Mais vous allez sur le site, il est déjà avec tous les éléments, le kit pour organiser des réunions, etc. Merci. Enfin, nous inscrivons toujours dans ce type de démarche, et notamment en ce moment, nous avions quand même le PADD dans le cadre de la révision du PLU. Bon, s'il n'y a pas d'autres remarques, je propose de mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Merci pour cette unanimité. Le point suivant concerne les délégations de compétences. Donc, ce que je propose, c'est que si vous avez des points particuliers à compléter, vous nous posez les questions et nous apporterons les réponses donc, en fin de conseil. De même qu'en fin de conseil, en plus de l'ordre du jour qui vous avait été transmis il y a 8 jours, vous avez vu que nous vous avons également transmis vendredi, je pense, un vœu au niveau
niveau de la situation financière des communes qui sera évoquée à la fin de ce conseil. Voilà. Donc nous sommes à l'écoute de vos questions sur les délégations de compétences. Oui, Monsieur Seval. Ok, oui, Monsieur le maire. Alors en fait, j'avais pas forcément de questions sur les décisions. J'avais 3 remarques sur le PADD, ce que vous avez mentionné. On a mentionné les SDRIF tout à l'heure. Ouais. Juste pour faire mention, puisque lors de la réunion du PADD, vous avez indiqué que les Hauts du Moulin, on ne savait pas que les champs allaient être construits. Justement, ça faisait partie du document directeur du SDRIF depuis 1976. Voilà. Il était mentionné exactement tout l'ensemble de cette construction jusqu'à l'avenue de Chavenay. Donc voilà. Alors, donc, ce que j'ai dit, c'est que déjà, c'était absolument pas du tout pour attaquer la ville de nos amis de Villepreux. C'était par rapport au contexte général de la plaine de Versailles. Et même si ça avait été mis dans le cadre du SDRIF, il y a quelques années, on n'aurait jamais envisagé le fait que ce cône de vue de la plaine de Versailles puisse être construit. C'était dans ce cadre-là que j'avais fait cette remarque, d'où la nécessité également de protéger l'autre partie qui restait, qui, elle, est sur les Claix, même si on sait très bien que lorsqu'on fait des constructions sur une commune, ça amène des recettes, mais malgré tout, il ne faut pas faire n'importe quoi. Voilà. C'était dans ce cadre-là que je l'avais précisé. Ok. Il y avait une deuxième chose, effectivement, vous mentionnez, on parlait un peu de concertation, donc moi j'ai été effectivement assez surpris de voir il y avait quand même 20 personnes dans la salle lors de la réunion du PADD, je trouve ça assez peu, et encore moins lors des réunions dites de concertation, certainement les deux. De toute façon, on voit des photos effectivement sur le site de la ville où il y a une dizaine de personnes. Donc moi je m'interroge vraiment sur la méthode, savoir s'il ne faut pas quand même changer un certain nombre de choses, changer les outils, aller peut-être vers un peu plus de numérique pour essayer d'amener le plus de gens à venir s'impliquer plutôt que des réunions très formelles à un moment donné. Voilà. Je pense que, puisque vous avez fait l'effort de venir à ces réunions, et je vous en remercie, vous avez vu la qualité du cabinet qui nous accompagnait sur cette démarche du PLU, et ce cabinet, je me suis effectivement étonné du peu de personnes qu'il y avait. Malheureusement, c'est commun dans beaucoup de communes. C'est pour ça aussi qu'il nous avait proposé un forum en plus des méthodes traditionnelles pour faire venir la population, et malgré tout, ça n'a pas atteint les objectifs qu'on souhaitait. Alors après, ce sont des méthodes qui sont employées dans toutes les communes. Certainement, tout est amené à évoluer, y compris avec le numérique. Mais bon, le numérique, vous ne pouvez pas faire une réunion en numérique avec 500 ou 600 personnes de la population. Voilà. Non, donc c'est pas forcément des réunions, mais ça peut être d'autres moyens de fonctionner. Mais, okay, alors pourtant, je peux vous garantir, et le directeur de la communication est juste derrière vous, nous avions largement communiqué sur tous les réseaux de la ville. Voilà. J'en suis conscient. On ne peut que déplorer quand on voit tout le travail amont qui a été fait, et puis les engagements qu'il y a derrière. D'accord. Et dernier point, vous l'avez évoqué de nouveau pendant la réunion, le fait que c'était très compliqué de mettre des équipements ou des pistes cyclables sur les Claix-sous-Bois. Donc je vous entends beaucoup dire ce qu'on ne peut pas faire. Moi j'aimerais bien entendre à un moment donné ce qu'on peut vraiment commencer à réaliser. Sachant alors qu'est-ce que vous proposez pour mettre des pistes cyclables sur les Claix-sous-Bois ? Ah bah moi je suis prêt à en discuter. Ah oui, en discuter, bah oui. Oui, tout à fait, nous aussi, bien sûr. Hein. Ah oui, bien sûr. Et il y a un schéma directeur qui est voté au niveau de l'agglomération, dans lequel on va s'intégrer dans ce schéma directeur. Et le VP de toutes les mobilités, c'est le maire de Villepreux. Oui. Et bien entendu, tout ce qui pourra être fait avec la topographie des Claix sera fait. D'accord. Oui, vas-y. Oui, juste rajouter un point sur le fait que je ne sais pas si c'est important d'avoir beaucoup de monde ou pas. Ce qui est important, c'est que l'analyse qui a été faite du PADD par les Cléciens qui étaient présents, je pense, représente l'analyse de la majorité des Cléciens. D'ailleurs, lors de ces réunions-là, vous savez très bien que vous avez en majorité les gens qui sont plutôt assez
assez conscient de protéger la ville, hein, donc, puisque vous étiez là, vous avez vu les personnes qui étaient présentes, des personnes très actives dans la protection de notre ville. J'en ai pas entendu de questions sur le fait qu'ils ne partageaient pas l'analyse qui a été faite du groupe. Donc c'était juste important de mentionner, effectivement, il y avait peu de personnes présentes. Il y avait quand même pas mal de personnes présentes, si je me rappelle bien, à la première réunion que nous avons fait à l'école Victor Hugo, dans lequel il y avait eu tout un travail de groupe. On était très nombreux. Sur l'analyse qui a été faite, je pense que ça correspond à ce qu'attendaient les gens, notamment sur la préservation de centre-ville, sur la protection, la préservation de la nature, etc. D'où le PADD. Donc, je voulais juste répondre sur, des fois, la quantité ne fait pas toujours la qualité. Je pense qu'on a un PADD de bonne qualité, en tout cas, c'est ce que je pense. Merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, si, Monsieur Lévy. Oui, dans les décisions, bon, la plus mineure, hein, page 11, la 2284, il y a une convention de partenariat avec le comité du personnel communal et la mairie pour réserver 10 places de spectacle à plat tarif sur l'ensemble de la saison culturelle. La question extérieure, c'est de dire à qui vont être adressées ces 10 places, puisque le personnel... Attendez. Vous êtes sur quelle page? Page 11, 2284. Bah oui, c'est que le CDPC, donc c'est le CDPC qui va en disposer. C'est-à-dire le CDPC, donc c'est l'organisme, l'équivalent du CE de la commune. Bien. Ok. Si c'est la coutume, mais bon, on leur fait confiance. La deuxième question, page 13. Bah, oui. Enfin, ce sont les représentants quand même du personnel. Oui. Je veux dire, c'est bien évidemment, on ne va pas s'incruster dans leurs modalités. Si une personne l'a eu l'année dernière, là, elle ne sera pas prioritaire. Non. Voilà, ça, c'est une. Mais tel que c'est mentionné. Bon, forcément, on peut poser la question. Sinon, page 13, j'ai dit mineur. De toute façon, je vais prendre les suivantes et on répondra en fin de, comme tu as dit, enfin. La 13, alors, page 13, la 2293, contrat avec la société IBS ON Paris 8e pour la maintenance préventive du système de vidéoprotection. Oui. D'un coût 11 760 TTC. Donc, quand on dit maintenance préventive, c'est-à-dire les modalités, il faut qu'elles soient quand même précisées, j'espère, dans le contrat, parce que ça peut interpeller, bien évidemment, tout béotien, parce que tant qu'un système fonctionne, jusqu'à preuve du contraire, comme une maintenance véhicule, mais quel est le niveau de prévention et quel est le nombre de détections de pannes qui ont pu être entraînées grâce à cette maintenance préventive. Bon, tout ça, ça nécessite de bien vérifier, et surtout, j'imagine qu'il y a eu un appel d'offres conséquent par rapport au coût aussi conséquent. Pour 11 000 euros, non, c'est plusieurs devis. Non. Les appels d'offres, c'est pas ce niveau-là. Mais ça n'empêche qu'il y a automatiquement une concurrence, puisque nous sommes à l'affût de toute économie, mais il faut pas prendre, on doit prendre le meilleur économiquement, et non pas forcément le moins disant. Bon, on répondra en fin de séance. Vous avez d'autres... Donc, nous allons passer au premier point de l'ordre du jour qui va concerner 3 délibérations qui vont que vous êtes proposées et qui sont relatifs à la création du Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance. Ce que j'ai souhaité c'est qu'au titre de ces 3 délibérations, vous ayez une présentation rapide de tout ce que cela représente au travers de la collaboratrice que nous avons mutualisée avec plaisir, Madame Julie Fallon, qui va donc vous faire une présentation qui aura trait à ces 3 délibérations. Je propose donc de faire une interruption de séance pour que vous puissiez voir cette présentation et après, nous reviendrons sur l'ordre du jour avec ces 3 premières délibérations. Merci, Monsieur le maire. Bonjour à tous.
Donc je vais vous présenter la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance qui est mutualisée entre les villes de Plaisir et d'Éclès-sous-Bois. Mais déjà, avant de parler de rentrer dans le concret de cette stratégie, qu'est-ce que c'est une stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance ? C'est une stratégie... Bon, alors son petit nom, vous l'entendrez certainement, c'est STSPD, on aime bien parler en sigle. Donc elle est signée par des... Enfin, ça sort d'un cadre national. Il y a une stratégie nationale de sécurité et de prévention de la délinquance qui est déclinée au niveau départemental, et nous l'avons déclinée au niveau territorial, donc à l'échelle de Plaisir et d'Éclès-sous-Bois. Elle a des signataires obligatoires qui sont les deux maires des deux villes, la préfecture, le parquet, le conseil départemental, et nous avons souhaité y ajouter la direction des services départementaux de l'éducation nationale, puisque évidemment que ce sont des acteurs clés dans toutes ces questions de prévention de la délinquance. Elle est donc une stratégie à l'échelle intercommunale, ça veut dire qu'on va mettre en place des actions à l'échelle des communes et à l'échelle intercommunale, évidemment. Enfin, l'idée, c'est de faire des actions mutualisées tout en gardant aussi des actions valorisées au titre des deux villes. Et puis, cette stratégie vient valoriser le travail réalisé par les services et par les partenaires en matière de prévention de la délinquance. Donc c'est bien, enfin, on n'a pas attendu la création du CISPD pour qu'il y ait des actions de prévention sur le territoire, fort heureusement. Et donc cette stratégie avait pour vocation de valoriser l'existant et de voir avec l'ensemble des partenaires quels pouvaient être les trous dans la raquette, si je peux utiliser cette expression, et comment les combler. Voilà, alors nous avons commencé en 2019 par un diagnostic local de sécurité. Alors je dis nous, mais à l'époque, j'étais pas encore là. C'était avant mon arrivée. Ce diagnostic avait deux objectifs. D'une part, c'est un préalable à la création d'un CISPD et d'une nouvelle stratégie. Et d'autre part, ici, on avait l'objectif de voir si, oui ou non, il y avait un intérêt à mutualiser entre les deux villes. Il en est ressorti que oui, que les enjeux sont communs pour la majorité, et que donc il était intéressant de créer cette stratégie et de me recruter pour pouvoir coordonner tout ça. Depuis mon arrivée, je suis arrivée en début décembre, j'ai commencé par rencontrer tous les services des deux villes et la majorité des partenaires pour me faire aussi mon état des lieux à mon arrivée, puisqu'on était 2 ans après la stratégie, le diagnostic, pardon. Et ensuite, nous avons organisé des ateliers collectifs. Il y a eu 6 ateliers qui ont été organisés au mois de mars sur les 3 grandes thématiques prédéfinies qu'on avait prédéfinies suite au diagnostic, et pour pouvoir coécrire cette stratégie, puisque c'est bien la stratégie des acteurs de la sécurité et de la prévention sur le territoire. Voilà. Cette stratégie, elle a pour vocation donc d'être en fait la feuille de route du Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance. Pour 4 ans, elle est prévue pour la période de 2022 à 2026. Alors, quelle est cette stratégie ? Déjà, on propose de lui donner 2 enjeux transversaux, puisqu'ils sont dans notre quotidien en permanence. D'une part, c'est intégrer l'espace numérique dans les actions de prévention, parce qu'aujourd'hui, le numérique est partout. C'est un sujet qui concerne tous les publics. Et parce que ça, je ne l'ai pas dit peut-être en préalable pour que vous compreniez bien la suite, c'est que le CISPD est un dispositif qui est transversal, qui touche tous les publics et qui a vocation à travailler avec tous les acteurs donc, de la prévention de la délinquance. Donc, je reviens sur l'espace numérique. Il concerne aujourd'hui la majorité des publics avec pas mal de problématiques comme la fracture numérique, comme tous les enjeux sur les réseaux sociaux, le harcèlement qui se passe de plus en plus en ligne. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent sur les réseaux sociaux, sur l'espace numérique, et donc il faut en tenir compte de manière transversale. Ensuite, la question des violences discriminatoires, qui là aussi est souvent oubliée et pourtant très essentielle dans les politiques de sécurité. Et puis 4 axes que je vais vous présenter un peu plus précisément. Le premier va être sur la préservation de la tranquillité publique pour un cadre de vie apaisé. Alors, si vous regardez la stratégie nationale, on n'a pas été hyper inventif sur les titres, on a simplement repris les 3 premiers axes sont les grands titres de la stratégie nationale, et nous avons surtout fait un travail plus précis sur la déclinaison en termes d'action
pour l'adapter évidemment au niveau local. Et c'est le dernier axe, le 4e, que je garde pour la fin, qui sera la petite spécificité plaisir les clés. Donc sur ce premier axe, l'enjeu sera surtout de garder un équilibre entre la sécurité et la prévention, entre le répressif et la prévention. Donc quand on parle d'agir sur les... Enfin, parce que vous voyez les différentes thématiques qui seront abordées dans cet axe-là. Donc vraiment cet enjeu d'équilibre. Typiquement, quand on parle d'agir sur les incivilités, on va parler de de mécanique sauvage, de déchets sauvages, tous ces sujets-là, dépôts sauvages qui sont sur la ville, sur tout ce qui est barbecue sauvage aussi, qu'on peut avoir beaucoup. Bon, alors ça, c'est une problématique saisonnière, mais voilà, c'est vraiment agir sur ces sujets-là. Toutes les voitures ventouses aussi, voitures épaves. Voilà, donc un équilibre avec la police nationale, la police municipale, tous ces acteurs-là. Les bailleurs. La deuxième fiche, c'est la question de limiter les regroupements générateurs d'insécurité et de sentiments d'insécurité surtout. Alors là, ça va être notamment, on peut déjà valoriser l'action des animateurs du sémaphore, les animateurs 16-25, qui vont à la rencontre des publics pour justement essayer de limiter ces regroupements. Et on va avoir cet aspect préventif et puis de l'accompagner par un aspect répressif et préventif, parce que les policiers peuvent aussi avoir un aspect préventif, fort heureusement. On a la question ici sur les trafics de stupéfiants, on va avoir ici le volet plus répressif justement et coercitif, et plus loin dans l'axe plus spécifique sur la jeunesse, on aura un axe préventif. Bon, je pense que les autres sujets de cette fiche-là sont assez clairs, mais donc on va évidemment travailler sur les rodéos urbains, qu'on a voulu séparer de la sécurité routière parce que c'est vraiment une problématique particulière, saisonnière et particulière, où c'est vraiment aussi là, pour le coup, les jeunes utilisent le rodéo aussi souvent pour provoquer la police, et sachant que la police a peu d'action. Donc voilà, c'est comment travailler en prévention sur ces sujets pour les réduire. L'axe 2, alors je vous disais que le CISPD a vocation à travailler pour tous les publics, mais avec une attention particulière pour certains publics, dont évidemment la jeunesse, qui peut être qui est plus à risque de... Enfin, c'est l'âge charnière, on va dire, avec un risque particulier pour la prévention de la délinquance. On va travailler avec deux aspects réseau. D'une part, on voudrait mettre en place une cellule de suivi des situations individuelles en primo-délinquance. Donc voilà, là c'est au-delà, parce qu'au niveau de l'éducation nationale, ils ont un suivi individuel en termes de décrochage scolaire. Et là, l'idée, c'est de venir en complémentarité sur les situations où ils sont décrocheurs déjà et comment on fait pour les raccrocher, et avec une question de primo-délinquance. Donc là, c'est mettre autour de la table tous les acteurs de la prévention qui ont un lien avec ce jeune, et comment, ensemble, à travers ces partages, on puisse sortir le jeune de cette situation. Et le deuxième aspect réseau, ça va être un réseau prévention jeunesse, où là, c'est plus un réseau thématique, où l'idée, c'est de mettre autour de la table les différents acteurs prévention jeunesse pour partager les actions, permettre une coordination des actions et une continuité, se connaître entre acteurs de la prévention. On va avoir un aspect soutien à la parentalité, parce que les jeunes, c'est aussi les parents. Comment accompagner les parents sur ces sujets qui peuvent être difficiles à appréhender, ou pour certains, où ils sont un peu démissionnaires, et comment on peut les raccrocher sur ces problématiques pour qu'ils accompagnent leurs jeunes. La sensibilisation sur les mésusages du numérique. Alors, je vous parlais de l'axe transversal. Ici, on le retrouve pour les jeunes spécifiquement, parce que c'est un problème, une tranche d'âge qui est spécifiquement active sur les réseaux sociaux et qui n'est pas facile à suivre, où il y a beaucoup de problématiques de type le harcèlement scolaire. Le harcèlement, il commence à l'école, mais maintenant il se poursuit sur les réseaux sociaux. Mais on a aussi tout ce qui a trait à la sexualité, à la pornographie, à la prostitution, ça va très loin. Et donc, il y a des actions de prévention à mettre en place.
Et puis quand on parle d'action de prévention, c'est non seulement former, et sur pas mal de thématiques, on va avoir la question de former les professionnels, parce qu'on met en place toutes ce travail sur toutes ces thématiques, mais pour que les professionnels puissent travailler sur ces thématiques, il faut aussi leur donner des éléments de langage commun, de les former, les sensibiliser sur ces sujets. Donc on va avoir un plan de formation avec 6 formations dès 2023 pour les professionnels, et pour des professionnels de type, on va mélanger les services, on va même mélanger les villes et y inclure des partenaires aussi pour vraiment non seulement les former sur les thématiques, mais aussi créer cette dynamique intercommunale et partenariale. On enchaîne avec la question de la prévention des addictions, avec l'approche de réduction des risques, où l'idée c'est pas de dire, on sait que c'est interdit, on peut pas le faire, mais comment on fait pour que les jeunes réduisent leur consommation, réduisent leur envie, leur attrait pour ces produits. Et puis sur la question des trafics, on va avoir l'aspect préventif et comment accompagner les jeunes pour éviter qu'ils tombent dans les trafics et comment les accompagner sur la sortie. Ensuite, l'axe 3, ça concerne d'autres types de publics particuliers, les publics vulnérables. On va avoir d'une part, là il y a 3 aspects. D'une part, les violences intrafamiliales, où l'idée va être encore une fois de former les professionnels pour mieux accueillir, mieux accompagner, mieux orienter surtout les victimes de violences, puisque c'est notre rôle en tant que collectivité, c'est surtout ça, c'est l'accompagnement, l'orientation surtout vers les professionnels spécialisés. Et on a toute une série de permanences sur la ville qui permettent cet accompagnement, et puis connaître les bonnes procédures pour pouvoir bien orienter les victimes qui viendraient se présenter aux accueils de la mairie ou chez nos partenaires. La question de la santé mentale, qui est une grosse question pour les professionnels, comment accompagner, comment orienter les personnes, les habitants qui pourraient être en difficulté sur ces sujets. Et enfin, l'accès au droit, on a plein de dispositifs, des permanences, on a le secteur d'action sociale, il y a pas mal d'acteurs sur le territoire en matière d'accès au droit, et c'est comment mieux se connaître entre professionnels déjà, pour mieux orienter mieux savoir ce que chacun fait, et du coup mieux orienter les publics. Donc c'est vraiment un travail de réseau, encore une fois. Et enfin, le fameux 4e axe, qui lui est plus spécifique à Plaisir et les Clés-sous-Bois, notre territoire, c'est la question de préserver la cohésion sociale. Pourquoi je dis qu'il est plus spécifique, c'est qu'il n'est pas présenté sous cet axe-là dans les plans nationaux et départementaux, mais plus directement sur la prévention de la radicalisation, ce qui nous a paru un peu fort pour notre territoire, même si évidemment qu'on le garde à l'esprit, puisque on a une fiche qui est quand même dédiée à la cohésion sociale pour lutter contre la polarisation et les radicalisations, puisque ça reste quand même dans l'actualité et il faut pouvoir prévenir ces sujets-là. Et donc, pour prendre les différents sujets, on va travailler sur la lutte contre toutes les formes de discrimination, la relation entre les habitants et les institutions, et là on entend les institutions au sens large, et en particulier la police, les polices et le respect des uniformes, parce qu'aujourd'hui c'est un vrai sujet de société. J'ai déjà parlé de la radicalisation, et prévenir la récidive. Alors là, il y a différents dispositifs sur lesquels on peut travailler, notamment l'accueil de travailleurs d'intérêt général et faire de la prévention sensibiliser les jeunes sur le fait que le milieu carcéral, ce n'est pas un club med, et donc si on pouvait éviter d'y aller, c'est encore mieux. Voilà pour la présentation de la stratégie, et ça nous apporte à vous proposer trois délibérations pour aujourd'hui, qui sont la création du Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, qui est le cadre général, et puis un règlement intérieur et la stratégie. Merci. Voilà. Merci Julie pour cette présentation qui à la fois est une synthèse mais quand même détermine de façon très très précise un certain nombre d'éléments. Donc Julie, qui est notre coordinatrice du CISPD Les Clés-sous-Bois Plaisir. Comme elle vient de vous le rappeler, donc nous avons 3 délibérations spécifiques à passer ce soir. La première qui est, bien entendu, s'il faut une stratégie, s'il y a un règlement intérieur, il faut
au préalable qu'il y ait eu la création du Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance. C'est l'objet de cette première délibération dont l'objectif, comme il voulait préciser dans cette note de présentation, est de renforcer la politique de prévention et de délinquance avec un travail partenarial sur les communes de Plaisir et d'Éclay-sous-Bois. Il vous a été rappelé qu'il avait été fait un diagnostic préalable depuis 2019 réalisé par le Forum français pour la sécurité urbaine et il a été... La conséquence de ce diagnostic est qu'il y avait des enjeux mutualisés entre Plaisir et l'Éclay, d'où la nécessité d'avoir une coordination et une coordinatrice au niveau de ce CISPD, parce que tout pouvait être mutualisé, ou en grande partie, entre Plaisir et l'Éclay. Donc voilà, cette première délibération a pour objet d'approuver cette notion de création de conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance. Voilà. Y a-t-il des questions? Ou je pense qu'avec la présentation qui en a été faite, l'objet qui en a été fait, je pense que... Vous avez une question ou un commentaire ou... Oui, donc bon, c'était simplement pour savoir si c'est maintenant ou à la fin les trois. Ah non, on les vote une par une. C'est pour ça j'ai préféré qu'il y ait une présentation qui a trait aux trois, parce que vous avez vu qu'il y a le conseil, d'une part, à partir du moment où il y a un conseil, il y a un règlement intérieur, après, mais derrière, il faut aussi une stratégie. Donc c'est tout ça qui vous a été décrit à la fois brièvement, mais suffisamment détaillé pour bien comprendre l'objet. Mais on doit les voter un par un. D'accord, non mais moi c'était simplement parce que bon, je trouve qu'effectivement la présentation et tout ce qui a été mis effectivement au niveau du conseil, c'est très bien, c'est très détaillé, c'est super. C'est d'ailleurs donc la personne effectivement a fait un très très bon travail. Moi le seul point donc bon, on ne peut être que d'accord avec un dispositif pareil qui peut essayer de mettre en place quelque chose pour améliorer. Ça a permis effectivement de détailler tous les problématiques qu'il peut y avoir au niveau de la commune. Alors le seul point qui nous semble un petit peu ennuyeux, c'est le manque de moyens du coup suite à ça, parce que effectivement, bon, il y a beaucoup de choses à mettre en place. On peut faire des formations, okay, mais les formations c'est aussi un budget. Enfin, je pense qu'en plus et s'il n'y a pas un rapprochement auprès de la population avec des coordinateurs, enfin des médiateurs, je pense que bon, tout le système, ça sera un peu une coquille vide sans but réel, quoi. Et donc, on a su qu'au fait, au niveau de Plaisir, il y a quand même eu des médiateurs qui ont été mis en place, notamment au Valibou, des médiateurs de nuit, et puis des médiateurs de jour dans la ville. Alors la ville de Plaisir, c'est un peu plus important que la ville d'Éclay, donc elle pèsera peut-être un petit peu plus dans ce dispositif. Mais à mon avis, effectivement, enfin à notre avis, il faudrait aussi des médiateurs au niveau de la ville d'Éclay pour pouvoir effectivement mener à bien ce genre de choses, qui reste tout à fait correct. Je comprends votre intervention, je l'attendais même dans ce sens-là. Effectivement, là, nous avons un cadre. Après, dans ce cadre, il va falloir faire du mieux possible compte tenu de l'ensemble de tous les objectifs qui sont fixés. Il faudra des moyens. On sait très bien qu'à l'heure actuelle, les moyens au niveau des communes, ou tout au moins de certaines communes, dont la nôtre, les moyens ne sont pas en augmentation. Et j'aurai l'occasion de vous en parler, notamment à la fin du Conseil. Vous avez parlé de Plaisir, qui a effectivement beaucoup plus de médiateurs que nous, parce que Plaisir a des dispositifs qui lui permettent d'avoir des médiateurs au travers de ce qu'on appelle le QPV. Ce qui n'empêche que nous sommes également au niveau des clés à la recherche d'essayer d'avoir
avoir des moyens complémentaires pour avoir plus de médiateurs sur la commune. Mais nous avons quand même déjà des actions, comme cela vous a été décrit tout à l'heure, qui sont réalisées. Mais il faudra améliorer cela. J'en suis tout à fait conscient. Pour améliorer, il faudra des moyens. Voilà, nous partageons exactement le même constat et les mêmes objectifs. Mais il était important déjà d'avoir un constat bien détaillé, et je pense que nous l'avons là. Voilà, donc s'il y a... Oui, Monsieur Lévy, tout le monde ne peut être que pour l'installation d'une telle instance. Il y a quelques remarques. En tant qu'élu, vous connaissez la situation que nous subissons les uns les autres à un moment précis où on est en mode insécurité. La municipalité a fait une bonne action puisqu'on a eu droit à une formation, ceux qui étaient volontaires, avec, je crois, la police du département, sur comment réagir par rapport à une agressivité d'un concitoyen auprès d'un élu. Bon, je pense que la sécurité, le spectre est très large. Ça va de la sécurité individuelle, ça va aussi de la sécurité incendie. On en parle aujourd'hui avec la canicule. Je pense qu'il faut la prendre en compte parce qu'on ne sait pas demain ce que sera la sécurité incendie. On n'est pas à l'abri, y compris au niveau des pyromanes. Je cite par exemple, il faudrait dans la boucle les bailleurs sociaux, parce que dans certaines, je vous cite un exemple, dans certaines résidences, les encombrants sont mis dans les caves et sont évacués au bout d'un an. Et j'ai posé la question au niveau des pompiers, ils ne peuvent intervenir parce que certaines résidences sont du domaine privé. Donc il y a un trou à la raquette et un jour ou l'autre, on sera confronté à ces questions-là. Donc je pense que l'instance devrait s'y consacrer. Quand on regarde les différents axes, pour finir, les associations ne sont pas toutes sollicitées, alors que nous avons un panel complet dans notre commune d'associations qui peuvent être mises à contribution, volontaires bien sûr, on peut les inviter, mais je pense que leur savoir-faire, ne serait-ce que dans la sécurité routière, puisqu'il y a un volet sécurité routière, on l'a vu dans la commission accessibilité, je le répète à chaque fois, une des requêtes des associations, c'est de dire nous sommes experts dans notre domaine et il faut nous interpeller, nous saisir, parce que nous avons compétence pour dire voilà comment il faut faire, pour mieux se déplacer au CLES si on est malvoyant, handicap physique et autres. Et pour finir, en ce qui concerne l'axe sécurité mentale, il y a l'UNAFAM, je suis membre de l'UNAFAM, on vous a rencontré donc en effet lors d'une présentation complète de notre action. Je pense que nous sommes représentés déjà sur Charcot, dans le comité des usagers et autres, donc nous n'apparaissons pas dans l'affiche. Je pense qu'il y a possibilité de faire entrer une telle association qui a des compétences, une expertise, qui permettrait en effet d'étoffer cet axe. Donc, qui est aussi alors, il y a aussi, pour finir aussi, la dernière, c'est que autant il y a un mois sur le développement durable, et c'est très bien, je pense qu'il faut aller comme plaisir, ils ont une semaine sur le handicap. Et il serait aussi adjoint une semaine sur la sécurité. Et c'est vrai que, comment dire, la sécurité commune, c'est ma sécurité, c'est ta sécurité. Donc c'est le partage, la reconnaissance mutuelle, y compris la communication non violente, qui doit être mise en place à tous les étages, à tous les niveaux, scolaires, universitaires, professionnels. Voilà. Il y a un champ tellement large qu'on ne peut être comment dire, favorable. Et je pense que nous allons bien sûr participer à un tel vote dans ce sens. Avec votre conclusion, vous venez de résumer. Il y a un champ tellement large qu'on peut, et un des objectifs tellement louables, entre guillemets, qu'on ne peut être que favorable. Par contre, je vais revenir sur le détail des associations. Effectivement, pour qu'un conseil soit efficace, on ne peut pas y adjoindre l'ensemble de toutes les associations. Par contre, par rapport au fonctionnement, sur des thèmes particuliers, et par rapport à la structure nominale, il peut y avoir des compléments, bien entendu. Et l'exemple que vous avez cité, certainement pourra être associé. Voilà. Donc je propose de mettre aux voix qui est contre.
Ah, pardon. D'accord. D'accord. Je comprends tout à fait, mais je présuppose que vous n'y êtes pas défavorable. Mais je comprends tout à fait. Donc, je mets au vote qui est contre, qui s'abstient et qui est pour. Donc, merci pour l'unanimité de tous ceux qui étaient présents et qui ont pu voter. À partir du moment où on a créé ce CISPD, donc il lui faut un règlement intérieur pour pouvoir fonctionner. Donc c'est ce règlement intérieur qui vous est proposé, qui est un règlement intérieur qui a été établi à partir, bien entendu, des modalités de fonctionnement sur d'autres CISPD qui existent, mais qui a été mise au goût du jour pour les communes des Clés-sous-Bois et de la ville de Plaisir. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui, monsieur Lévy. Encore moi. L'article 5, si vous lisez in extenso la phrase, les membres du Conseil peuvent également saisir les présidents ou le coordinateur ou coordinatrice du CISPD dans un délai raisonnable, avant la date prévue de la réunion, en vue de l'inscription à l'ordre du jour de points précis. Dans ce cas, seuls les présidents ont voix décisionnelle. Sauf erreur, si on compare à CHSCT, de facto, les membres peuvent demander à rajouter un point à l'ordre du jour et les présidents ne peuvent pas bloquer en tant que tel un point qui est demandé par les membres de l'instance. Donc je pense que dans ce cas, seuls les présidents ont voix décisionnelle et quelque peu réducteur d'une démocratie participative. Oui, mais ça va un peu dans l'esprit de ma réponse tout à l'heure. C'est pas qui peut le plus, peut le moins, là. Il faut malgré tout fixer un cadre, et s'il y a des demandes qui sont justifiées, je vois mal aussi bien le maire de Plaisir que moi-même aller contre ce qui est demandé. Mais on peut pas, à chacune des séances, si vous voulez, rajouter un ensemble de points. Je pense que c'est dans cet esprit-là qu'il y a eu quand même un minimum de filtrage par rapport à ça. C'est tout. C'est pas dans l'objet de réduire la démocratie, parce que quand vous voyez, comme l'a expliqué notre coordinatrice tout à l'heure, le spectre large que ça recouvre, on n'est pas du tout dans cet esprit-là. Oui. Alors une question, nous n'avons pas forcément discuté, mais sur la totalité des différentes commissions, comme je vois qu'il y a un devoir, on va dire, de secret au niveau de la décision, il y a énormément de sujets traités. Qui va être garant de la cohérence des multiples réunions par rapport aux différentes décisions qui vont se prendre dans chacune des commissions, qui sont très 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 nombreuses? Eh ben, vous allez avoir les participants, la coordinatrice et bien entendu en sont responsables le président du CISPD, sachant que la présidence sera tournante puisque c'est un CISPD entre le maire de Plaisir et moi-même. Mais bien entendu, tout ce qui sera, qui ne pourra pas être divulgué à l'intérieur de ce CISPD ne le sera pas. Par définition, moi nous allons découvrir tout ça et nous allons nous adapter aux règles déontologiques propres à ces instances. Vous pouvez rajouter quelque chose de précis pour l'article 23 ? Attends, pour le lien, le lien, la cohérence entre toutes les actions, c'est la coordinatrice du CISPD qui, elle, sera là dans toutes les instances. Je pense qu'il y avait ça. Et puis la deuxième, vous sous-entendiez également l'aspect confidentiel d'un certain nombre de choses, de tout ce qui était décidé. Voilà. Alors le cadre du CISPD permet les échanges dans un cadre confidentiel. Alors,
il y a certaines instances sur lesquelles il y aura des échanges sur des situations individuelles qui, là, donc, demandent un cadre spécifique, mais ce ne sera pas sur toutes les thématiques. Je citais la question d'une cellule sur des suivis de primo-délinquance, des suivis individuels de primo-délinquance. Là, en effet, il y a un cadre confidentiel à mettre en place. Il y aura un cadre spécifique pour l'organisation de ce groupe-là, avec des membres définis nominativement. Et ça veut dire que si la personne nominativement définie ne peut pas y assister pour une quelconque raison, bah, elle ne peut pas se faire représenter. Elle n'est pas là, elle n'est pas là. Voilà, il y a un cadre spécifique, il y aura une charte qui sera définie pour ce groupe-là. Et puis les autres groupes sont des réseaux thématiques, et donc là, c'est pas le même cadre. Voilà. Selon les sujets, il y aura un cadre spécifique. Oui, votre question démontre bien la nécessité d'avoir une coordinatrice et une personne qui soit garante de l'ensemble des règles qui peuvent être appliquées à ce CISPD. Bon, je vous remercie. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose de mettre au vote. Je suppose que, comme pour la première délibération, vous ne prendrez pas part au vote. Donc, qui est contre, qui s'abstient et qui est pour. Donc, merci pour cette unanimité. Et le troisième volet, donc, concernait la stratégie du CISPD, stratégie qui vous a été décrite brièvement au travers des 18 fiches qui ont été résumées tout à l'heure, mais qui sont extrêmement détaillées dans les documents que vous avez. Voilà. Est-ce que vous avez des compléments que vous souhaitez en plus que de ce qui est présenté, sachant que, comme il a été précisé également, cette stratégie découle d'une part de la stratégie nationale et d'autre part de la stratégie du département, même si la temporalité de ces stratégies n'était pas les mêmes, sachant que nous, c'est de 2022 à 2026. Oui, madame. Il y aura quand même un compte rendu, à la population pour toute. J'en discuterai avec notre coordinatrice, mais ce que je pense, c'est qu'il faudra faire des points au niveau du conseil municipal régulier sur l'avancement de tout ça. On verra quelle en est la calendarisation, mais on rapportera vis-à-vis du conseil municipal dans le cadre de ce qui peut être rapporté au conseil. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, donc je propose de mettre aux voix cette stratégie. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Bon, mais je vous remercie pour toute cette unanimité, parce que comme vous l'avez précisé, notamment Monsieur Lévy tout à l'heure, parmi la prévention de la délinquance, il y a une notion de sécurité qui est très importante, mais il y a également la notion de prévention, et on va essayer de remplir au mieux cette tâche. Maintenant, nous allons passer sur une autre stratégie, qui est une stratégie financière, avec le budget supplémentaire que Catherine va nous présenter. Je te laisse la parole, Catherine. Merci, bonsoir à tous. Donc, le budget supplémentaire de 2022 reprend, comme chaque budget supplémentaire, 3 éléments. La reprise des résultats de l'exercice précédent, qui ont été validés lors du conseil municipal du 28 juin. Les restes à réaliser 2021, qui ont également été validés lors du conseil municipal du 28 juin. Et les ajustements et nouveaux crédits que nous inscrivons donc au titre de 2022. Sur la reprise des résultats de 2021, donc pour mémoire, on avait un résultat cumulé de 8,2 millions d'euros qui se répartissait en 3,1 millions d'euros sur la section de fonctionnement et 5,1 millions d'euros sur la section d'investissement. Sur la section de fonctionnement, la répartition qui a été adoptée, c'était 600 000 euros en fonctionnement, 2,5 millions en investissement et la section d'investissement en totalité reprise sur la partie d'investissement. Deuxième point, donc les restes à réaliser en recettes, 5,16 millions d'euros de recettes d'investissement en restes à réaliser qui se répartissent en produits de cession à hauteur de 4,5 millions, subventions sur les opérations à hauteur de 330 000 euros et les autres subventions à hauteur de 300 000 euros.
Sur les restes à réaliser en dépenses, 10,44 millions d'euros, dont 8,04 sur les opérations et 2,4 millions d'euros sur les autres dépenses d'investissement. Sur la partie ajustement et nouveaux crédits, donc sur la section de fonctionnement, on dépense un ajustement de 729 553 euros. Sur la partie d'investissement, 2 712 042 euros. Et sur la partie recettes, en fonctionnement, 132 344. Et en investissement, 387 529. Alors, de façon détaillée sur la section de fonctionnement, on a donc une augmentation qui se répartit en charges à caractère général à hauteur de 184 000 euros. Les 3 points essentiels, un impact sur les fluides de 88 000 euros. Au niveau des dépenses de voirie, 60 000 euros. Et des études qui sont prévues à hauteur de 40 000 euros. Sur les charges de personnel, l'impact bien évidemment de l'augmentation du point d'indice et de la réévaluation du SMIC qui nous fait une enveloppe de 291 000 euros. Une augmentation sur l'atténuation de produits à hauteur de 30 000 euros pour le FSRIF et le FPIC. Et sur les autres dépenses, l'impact du banquet de Noël pour le CCAS à hauteur de 40 000 euros. Au global, 32 000 euros puisqu'il y a des dépenses en positif et en négatif. Et on va retrouver cette recette dans les produits des services puisqu'il y a un remboursement de la part du CCAS. Dans les recettes, nous avons également sur le 70 produits des services la DSP du marché qui était inscrite en 73 et qui devait être en 70, que nous avons donc remis sur la bonne rubrique. Nous avons également sur la partie 74 une diminution globale de 100 000 euros qui est due notamment à la baisse de la DGF, à la non-perception de la DSU, la dotation de solidarité urbaine, et nous avons également 2 recettes qui augmentent, des subventions dans le cadre des clés Cybèle à hauteur de 39 000 euros et un ajustement de la taxe foncière à hauteur de 78 000 euros. Un dernier petit ajustement sur des recettes exceptionnelles à hauteur de 40 000 euros qui concerne le remboursement des assurances suite au vol que nous avons subi au niveau du CTM. Nous avons également un virement, donc côté dépenses, à la section d'investissement de 191 000 euros. Sur la partie investissement en dépenses, nous avons donc 2,7 millions d'euros. Un petit ajustement sur des dépenses hors projet de moins 34 000 euros et une enveloppe sur les grands projets de 2,55 millions d'euros. Des opérations patrimoniales qui s'équilibrent en recettes et en dépenses à hauteur de 195 000 euros. Et on retrouve côté recettes le virement de la section de fonctionnement à hauteur de 191 000 euros. En synthèse, donc le budget supplémentaire. Nous avons donc la reprise des résultats sur la section de fonctionnement qui fait 597 000 euros. Les ajustements de crédit 2022, évidemment pas 2021, pardon. En dépenses, 729 000 euros. En recettes, 132 000 euros. Ce qui nous fait un impact sur la section de fonctionnement au global de 729 000 euros. Sur la section d'investissement, la reprise des résultats, donc 2,5 millions qui proviennent du fonctionnement et 5,1 millions de l'investissement. Des restes à réaliser en dépenses de 10,4 millions d'euros, en recettes de 5,16 millions d'euros. Nos ajustements de crédit de 2,7 millions en dépenses et de 387 000 euros en recettes, ce qui nous fait un total de la section d'investissement de 13,1 millions d'euros. Et donc un budget supplémentaire de 13,9 millions d'euros. Petite synthèse comme à chaque fois sur les grands projets. Alors il y a beaucoup de chiffres, ça va, c'est quand même assez lisible. Donc sur tous les grands projets, une enveloppe supplémentaire de 2,55 millions d'euros. Pour que vous ayez un point d'info, donc au 31 décembre 2020 sur ces opérations, il y avait en réalisé 13,26 millions d'euros. 575 000 euros réalisés en 2021, ce qui nous fait un cumul à 13,8 millions. Des restes à réaliser à hauteur de 8,04 millions d'euros. Sur le budget 2022, nous avons une enveloppe globale de 3,7 millions d'euros et donc un total sur toutes ces opérations qui représente 25,6 millions d'euros. Si vous avez des questions. Oui. Monsieur Lévy. Oui, Monsieur Lévy. Donc, je vais parler au nom de notre groupe, puisque nous avons pris le temps.
Donc sur les dépenses de fonctionnement, nous nous félicitons de la hausse du point d'indice, enfin pour les agents des collectivités. Reste à savoir comment cela va être compensé. C'est une décision de l'État et sans compensation. Sans compensation. Voilà. Pour l'instant. Enfin bon, je vous en dirai un peu plus à la fin. Par ailleurs, dans le même temps, nous constatons de nouvelles baisses de la DGF et de la DSU, donc des dotations de l'État de 235 kg. L'exercice va devenir de plus en plus complexe pour notre collectivité, d'autant que... Pardon, monsieur, c'est ce qu'il y a au BS, mais on avait déjà prévu une baisse encore importante au budget primitif. Donc la baisse entre 2021 et 2022 est encore supérieure à ce que vous annoncez. Okay. Donc l'exercice va devenir de plus en plus complexe pour notre collectivité, d'autant que l'on doit rajouter à cela une augmentation de notre participation au fonds donc, de solidarité des communes de la région Île-de-France, ainsi que le fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales de 30 kg. Ces fonds de péréquation sont liés à la catégorie socio-économique de la ville. En gros, nous sommes une ville à la population de plus en plus, avec des guillemets, aisée, constat en adéquation avec notre demande de rééquilibrage en matière de logements sociaux. Sur d'autres points, nous nous étonnons donc du versement de 32 kg au CCAS pour le banquet des anciens, je dirais des seniors plutôt, et de l'autre, un remboursement du CCAS de 40 kg à la ville pour ce même banquet. C'est assez incompréhensible d'un côté et de l'autre. D'une manière générale, pour terminer, avez-vous bien anticipé la hausse des coûts de l'énergie donc pour 2023? Et si oui, dans quelle proportion, puisqu'ils ont mis une somme supplémentaire sur le BS 2022? Sur quelle ligne particulière dans le BP ces augmentations seront précisées? Donc, et en dernier, les services extérieurs, question pour 128 kg. À quoi cela correspond-il? Voilà. Merci. Non, vas-y. Sur la question du banquet du CCAS, c'était déjà intégré dans la dotation, en fait. C'est juste là l'écriture, en fait, de dépenses et de remboursement. Il y en a 2 cette année, en fait, au lieu d'un habituellement. Mais ça avait déjà été intégré dans la dotation de cette année. Oui, puisque nous n'avions pas pu faire de banquet de seniors en 2021. Il était prévu fin 2021, on n'a pas pu le faire, on n'a pas souhaité l'annuler, donc il y en a 2 en 2022, et comme le dit Catherine, là c'est une écriture en équilibre dépenses et recettes, c'est ça, hein? Oui, c'est tout. Par contre, on n'a pas entendu votre dernière demande de 158 kg € ou 128 kg €. Oui, c'est les services extérieurs. Alors. Sur les... Sur les services extérieurs, il y a notamment des études qui vont être réalisées. Alors, ouais. Peut-être que je retrouve ma page. Notamment sur la végétalisation des cours d'école. Et le deuxième, diagnostic technique sur le terrain de foot. Voilà. Voilà. On l'avait indiqué effectivement dans la note. Oui, la hausse sur le coût d'énergie a très peu d'impact cette année puisque notre contrat se termine en fin d'année. Par contre, l'an prochain, on est sur une hypothèse aujourd'hui entre 700 et 800 000 €. Voilà. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure dans votre introduction, moi aussi je ne peux que me réjouir de l'augmentation du point d'indice du SMIC. Sauf qu'en année pleine, pour notre commune, c'est 500 000 €. Donc, il va falloir voir maintenant comment on est compensé. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je propose de mettre aux voix ce BS, sachant que en synthèse, vous voyez que notre objectif est toujours d'essayer de comprimer les dépenses de fonctionnement et de pouvoir investir pour l'avenir, puisque les dotations supplémentaires sur les grands projets dont a parlé Catherine sont d'une part pour la maison pluridisciplinaire de santé et d'autre part pour la grosse réhabilitation qu'il va y avoir sur l'école Jean Jaurès. Voilà. Donc je mets aux voix. Qui est contre ?
Qui est pour? Alors, pardon, qui s'abstient d'abord? C'est vrai, c'est vrai. Bon, j'étais habitué à avoir une unanimité. Bon, il n'y en a pas. Donc, qui s'abstient? Voilà. Et qui est pour? Merci. Donc, point suivant, qui est encore un point financier, donc présenté par Catherine. Donc, comme vous le savez, ou pas peut-être d'ailleurs, il va y avoir un changement de nomenclature budgétaire obligatoire au 1er janvier 2024, avec la possibilité pour les communes qui le souhaitent d'anticiper en fait ce passage. Et donc là, nous, l'objectif, c'est justement de l'anticiper et de passer à cette nouvelle nomenclature M57 au 1er janvier 2023. L'idée étant de pouvoir bénéficier au maximum de l'accompagnement qui est proposé, puisqu'on sait très bien que si on est dans la dernière vague, il va y avoir tous les retardataires et qu'il y aura moins de services disponibles pour nous accompagner. Et donc d'anticiper ce passage sans le faire en caractère d'urgence dans un an. Alors, quelques points sur le passage à la M57, une gestion pluriannuelle des crédits avec des autorisations de programme et des autorisations d'engagement, l'adoption d'un règlement budgétaire et financier pour la durée du mandat, le vote d'autorisation de programme et d'autorisation d'engagement lors de l'adoption du budget et une présentation du bilan de gestion pluriannuel lors du vote du compte administratif. Également quelque chose de totalement nouveau, la fongibilité des crédits, la possibilité pour l'organe délibérant de déléguer à l'exécutif la possibilité de procéder à des mouvements de crédit entre chapitres, en dehors donc de la présentation d'un budget supplémentaire d'une DM, ceci dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections, en excluant totalement tout ce qui est crédit relatif aux dépenses de personnel. Sur les dépenses imprévues, la possibilité de faire des autorisations de programme et d'engagement sur les dépenses imprévues dans la limite de 2% des dépenses réelles de chacune des sections. Tout ça, à terme, devrait nous amener à avoir ce qu'on va appeler un CFU, un compte financier unique, et non plus un compte administratif et un compte de gestion, ce qui veut dire qu'au moment de la clôture de l'exercice, on aura un seul document en présentation. Et point important à avoir à l'esprit, c'est que ça entraîne automatiquement un changement de maquette budgétaire et que donc pour le BP 2023, bien évidemment, la colonne BPN-1 ne pourra pas être renseignée puisqu'on ne sera plus sur la même nomenclature comptable. Donc ce qu'il vous est demandé, c'est d'approuver le passage de la ville des Clés-sous-Bois à la nomenclature M57 à compter du budget primitif 2023 sans attendre la date limite de 2024. Merci. Merci Catherine pour cette présentation peut-être un petit peu technique, ce qui me permet de revenir également sur ce qu'on a voté sur le budget supplémentaire et de remercier notre service financier et notamment notre directrice financière qui nous a rejoints depuis un an. Elle a accepté de passer en anticipation et de ne pas attendre sur la fin pour passer dans cette nouvelle norme. Et il est, comme vous l'avez dit, Monsieur Lévy, nous allons avoir affronté des périodes très très dures et il est tout à fait sécurisant, aussi bien pour Catherine que pour moi, d'avoir la compétence d'une personne comme notre directrice financière au niveau de notre commune. La compétence, c'est quelque chose qui est indispensable en ce moment et je la remercie pour sa disponibilité et sa vision. Voilà. Je tenais à le dire, lorsque nous ne sommes pas satisfaits, j'ai pour coutume de le dire, quand on est satisfait, il faut savoir vraiment le dire aux personnes. Voilà, donc je propose de mettre au vote qui est contre, qui s'abstient et qui est pour. Ben merci, nous revenons à l'unanimité. Voilà. Point suivant, où je pense qu'il y aura aussi une unanimité, sans préjuger, qui est aussi une décision présentée par Catherine, qui est un avenant à la transmission, à la convention de la transmission électronique. Voilà, donc là, il s'agit ici en fait d'étendre la possibilité de transmission des actes soumis au contrôle de légalité. Donc il y avait une première convention en 2008 et là c'est un avenant qui va nous permettre de transmettre par voie dématérialisée les actes budgétaires, dont notamment les budgets et les comptes administratifs. Évidemment, accélération des échanges, fiabilisation, traçabilité.
une démarche protectrice de l'environnement et ça permet ainsi de diminuer l'usage du papier et ça permettra aussi la mise en place de la nomenclature M57 et du compte financier unique dans des conditions beaucoup plus faciles. Il est donc simplement demandé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant à la convention. Et vous avez l'avenant en pièce jointe. Bon, s'il n'y a pas de questions, je propose de mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Merci. Pour une fois que dans l'administration, nous allons dans la simplification avec le compte financier unique, c'est très bien. Point suivant, présenté toujours par Catherine, des admissions en non-valeur. Donc, comme chaque année, quelques admissions en non-valeur à valider. Donc, nous avons un montant global qui concerne des titres émis de 2014 à 2021 qui représente 4 440,22 €. Une partie sur des créances inférieures à 18 € pour 57,52 € et une partie concernant des créances supérieures à 18 € pour un montant de 4 382,70 €. Et donc, il est proposé au conseil municipal d'admettre en non-valeur les états qui sont présentés par le responsable du service de gestion comptable de Saint-Quentin-en-Yvelines en date du 12 septembre. S'il n'y a pas de questions, donc je propose de mettre au vote pour ces admissions en non-valeur. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Merci, unanimité. Enfin, dernier point présenté par Catherine, qui sera toujours une délibération technique avec des ajustements d'amortissement. Donc là, il s'agit donc dans le cadre de la mise en place de la nomenclature M57 au 1er janvier 2023. Il y a un gros travail qui doit être fait pour qu'on ait bien les écritures extrêmement correctes avec notre trésorier. Et donc, il y a une demande d'ajustement sur les amortissements. Donc, vous avez le détail sur le document, sur le compte 28031, 9 433 €, le 280 422, 3 427 €, 28 121, 2028 €, 28 152, 13 613 et 28 15 78 pour 3 €. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser l'ajustement des amortissements entre la commune et le comptable via le compte 1068. Ces écritures étant indispensables pour pouvoir passer à la nomenclature M57. Voilà, s'il n'y a pas de questions, donc c'est un peu la suite de ce qu'on a voté préalablement. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Merci. Point suivant, nous allons quitter les finances et je passe la parole à Bertrand pour l'adoption d'un protocole avec la SFDE. Oui, chers collègues, je vous propose de vous projeter mentalement vers le parc Carillon, puisque ça concerne plus particulièrement les parcelles cadastrées AI 257 à AI 266, ainsi que la AI 271. C'est une superficie totale de 19 239 mètres carrés. Vous avez donc le chemin, et puis vous avez le bas du parc Carillon jusqu'à la pelouse en face du boulodrome, pour vous rendre un peu compte de la superficie dont nous parlons, donc du petit lac en montant jusqu'au centre de musique, là, toute cette partie-là. Ce terrain appartient à la Société française de distribution d'eau, qui est représentée par Veolia. Il y a donc eu le 20 novembre 1997 un acte qui a été signé entre la Société française de distribution d'eau et la commune pour un bail amphithéotique d'une durée de 30 ans qui doit finir en 2027 afin que la commune puisse aménager une zone d'équipement public à vocation de sport, loisirs et détente sur l'immeuble, ce qui a été fait d'ailleurs. Le bail a été consenti et accepté moyennant le paiement d'un loyer annuel pour la commune de 80 000 francs à l'époque pendant toute la durée du bail. Le 20 novembre 1997, la SFDE et la commune ont également conclu une promesse unilatérale de vente au terme de laquelle la SFDE a promis de vendre à la commune l'immeuble, ou en tout cas le terrain, au prix fixé par les services du domaine. Il avait été convenu que le bail amphithéotique et la promesse unilatérale de vente formeraient un tout
indivisible. Tout ça pour dire qu'on a eu l'intention, effectivement, après avoir longtemps payé pour le loyer de ce terrain, on a eu l'intention de lever cette option d'achat par lettre recommandée avec avis de réception à plusieurs périodes entre 2017 et 2021 sans que la Veolia nous réponde sur notre demande d'achat, ce qui est un petit peu bizarre, mais c'est comme ça que ça peut fonctionner. Bref, à partir effectivement du 14 juin 2021, nous avons eu une première réponse de Veolia qui constatait qu'effectivement nous étions en possibilité d'acheter ce terrain et qui constatait également qu'ils ne nous avaient pas envoyé les factures pour payer le loyer entre 2017 et 2021. On s'est donc rencontré, la commune et Veolia, pour définir un protocole d'accord qui figure donc 2 points. Le premier, l'achat du terrain. Nous sommes donc retournés vers les domaines qui ont fixé l'achat du terrain, la valeur à 130 000 €, avec une marge d'appréciation. Et nous avons également eu un protocole d'accord avec Veolia pour le règlement des loyers qui n'avaient pas été perçus. Donc ce que l'on vous soumet là, c'est un protocole d'accord qui a pour objet la réalisation de la promesse unilatérale de vente conclue le 20 novembre 1997, modifiée le 23 décembre 1997 entre la commune et la SFDE pour un montant de 130 000 €. Et la commune accepte de payer à la SFDE une indemnité transactionnelle globale et forfaitaire de 118 565 € et 22 centimes, comprenant la totalité des sommes correspondant au loyer prévu pour l'occupation de l'immeuble en l'exécution du bail emphytéotique au cours des 5 années précédentes, soit entre le 20 novembre 2016 et le 20 novembre 2022. Voilà, c'est un peu technique, mais j'ai essayé de vous donner le plus d'état possible. Voilà, monsieur le maire. Merci Bertrand. En synthèse, il avait été construit en 97 un parc très très important sur un terrain dont nous n'étions pas propriétaires, mais sur lequel nous pouvions devenir propriétaires. Maintenant, il nous a paru financièrement beaucoup plus intéressant de devenir propriétaire le plus rapidement possible. Voilà, c'est ce qui est proposé au travers de cet accord. Et les loyers qui étaient impayés avaient bien entendu été provisionnés de notre part. Et en anticipation, je profite pour dire que ce n'est pas parce que nous nous portons acquérons que la destination du terrain change, c'est-à-dire que le terrain reste protégé en zone naturelle. Nous devenons acquéreurs d'un terrain protégé en zone naturelle. Et on ne pourra pas par la suite, si nous n'étions pas propriétaires, nous imposer d'autres loyers, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Là, nous serons propriétaires, donc nous n'aurons plus rien à payer. Voilà. Y a-t-il des questions ? Bon, s'il n'y a pas de questions, je propose de mettre aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Et qui est pour ? Merci pour cette nouvelle unanimité. Le point suivant donc, va être présenté par Martine et qui a trait aux demande de subvention à la région Île-de-France pour le commerce local. Bonsoir. Afin de dynamiser le commerce local, la ville souhaite adhérer à la plateforme numérique petitcommerce.fr qui vise à améliorer la visibilité des commerces de proximité et à développer leurs activités. L'adhésion consiste en la création d'une carte cadeau spécifique Les Clés sous bois, valable uniquement dans les commerces locaux de la ville, en l'accompagnement à l'inscription du dispositif pour les commerçants clésiens et à la création d'une page dédiée à la collectivité sur le site internet petitcommerce.fr. Il s'agit également de permettre à 20 commerçants de bénéficier d'un portrait et d'un référencement optimisé sur le site et sur les réseaux sociaux, afin que la mise en œuvre d'une campagne de communication comprenant la distribution de cartes cadeaux afin de faire connaître le dispositif auprès des habitants. La région Île-de-France soutient les communes qui souhaitent favoriser, grâce au digital, l'essor des commerces sur leur territoire via des solutions favorisant la visibilité, l'attractivité et le développement de la vente en ligne, de solutions de référencement, de fidélisation et d'animation commerciale. L'aide, attribuée sous forme de chèque numérique, est fonction du montant des dépenses éligibles établi à 14 780 €, est telle que ci-dessous détaillé, je pourrais vous laver et je pourrais vous le détailler si vous le souhaitez. Ainsi, pour ce montant établi à 14 780 €, le montant du chèque est de 7 000 €.
Il prend en charge les dépenses de fonctionnement en TTC. Le reste des dépenses liées à la prestation sera pris en charge par la commune. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le projet et de solliciter une subvention de 7 000 € TTC auprès de la région Île-de-France. Merci Martine. Y a-t-il des questions à propos de cette délibération? Oui, je voulais juste, par rapport à la préemption du bâtiment rue Maurice Jouet, est-ce que ça concerne la suppression de petits commerces qui sont dans la... Pardon, quel rapport avec la délibération? Eh ben parce qu'effectivement, ça serait suppression de petits commerces par rapport effectivement à la demande de effectivement, développer les petits commerces développer les commerces au niveau des clés sous. Non, vous parlez de la suppression d'un petit commerce? Non, je ne parle pas de suppression. Je demande simplement, est-ce que il n'y a pas préemption rue Maurice Jouet sur des bâtiments? Est-ce que ça aurait un impact sur la suppression? Moi, c'est une question que je pose. Vous parlez de la préemption que l'on a fait jouer sur un tout petit commerce et puis un pavillon rue Maurice Jouet par rapport à cette délibération, c'est ça? Oui. Non, il n'y a aucun lien. Pourquoi on a fait cette préemption? Parce que on savait très bien qu'il y aurait éventuellement un projet derrière et que ce projet immobilier, c'était pas un projet qui s'intégrerait dans un cadre global au niveau de la rue Maurice Jouet. Voilà. Mais non, là c'est tout, ça n'a absolument aucune relation avec ça. L'objectif, c'est de faire vivre le commerce local, et puis bon, c'est un des moyens qui est proposé. Oui, mais ma question, c'était simplement, est-ce qu'on ne va pas dans une autre suppression de petits commerces et après rajouter? Mais si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de problème. Non, mais c'est pas... Enfin, attendez, ça n'a rien à voir. Il y a eu effectivement, rue Maurice Jouet, un tout petit commerce qui était un tout petit commerce informatique. Il s'est trouvé que le bâtiment dans lequel il était a été mis en vente. Nous avons racheté. Nous avons conservé le bail, si le commerce avait voulu rester avec le bail, il serait resté. De toute façon, excusez-moi, la politique de la ville au niveau du commerce, nous avons au niveau des services de la ville des demandes de la part de commerçants qui souhaitent venir s'installer, et notre problème est plutôt de trouver des locaux. Donc notre politique serait plutôt d'augmenter les commerces. Et donc, si nous avions, je ne citerai pas de nom, mais nous savons que nous avons des locaux inoccupés depuis fort longtemps, nous le regrettons parce que ce sont des commerces qui potentiellement souhaiteraient s'installer au Clé et ne le peuvent pas. Non, mais sinon, nous ne sommes pas du tout contre ce moyen d'essayer de développer. Il faut chercher par tous les moyens de permettre de faire vivre les commerces qui peuvent vivre en centre-ville. Voilà. Donc je propose de mettre au vote. Qui est contre? Tu voulais rajouter quelque chose, Martine? Je voulais juste dire qu'à l'heure actuelle, ce système de carte cadeau, dans certains cas, puisque vous dites que le niveau de vie évolue au niveau des clés sous bois, ça peut aussi être pour des parents une façon d'offrir des cartes pour des enfants étudiants, des choses comme ça, parce que ce sont des cartes utilisables toute profession, enfin tout type de commerce. Donc ça peut être de l'alimentaire, ça peut être de service, ça peut être de tout niveau. Et donc ça peut aussi être une façon d'aider les gens en leur offrant une carte cadeau qu'ils peuvent utiliser à leur convenance. Sur les commerces que nous aurons ciblés. Oui, voilà. Il y avait un point effectivement autour du choix des commerces. Tout à fait, on va le dire. D'accord. Et puis moi parce qu'on était en train de parler effectivement de la rue Maurice Jouet, je voulais savoir si justement il y avait des avancées côté de la destination du local de la Poste que la ville a racheté. Le local de la Poste, il a déjà été réutilisé pour en très grande partie mettre toutes les archives de la ville. D'accord. Voilà, donc je propose de mettre aux voix. Qui est contre, qui s'abstient et qui est pour. Merci pour
Le point suivant, donc, est un point que je vais présenter. C'est une convention relative au remboursement de la rémunération des médecins du conseil médical interdépartemental et des expertises médicales. Donc, cette délibération qui vous est proposée est en fait le renouvellement d'une convention avec le CIG qui concerne toutes les expertises ou les contrôles médicaux qui sont de leur ressort et qu'on leur délègue. Voilà. S'il n'y a pas de questions, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Merci. Le point suivant que je présenterai également, qui est une convention de mise à disposition d'un agent du service remplacement du centre interdépartemental de gestion de la Grande Couronne. En fait, il s'agit d'une convention qui nous permet de faire appel au remplacement au titre du CIG lorsque nous n'avons pas, sur une période courte ou sur une spécialité que nous n'avons pas, prendre ses compétences au titre du CIG. Voilà, c'est aussi un renouvellement de convention. Cela donne de la souplesse. Voilà. S'il n'y a pas de questions, je propose de mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Merci. Autre délibération, qu'il s'agit là du recrutement d'un agent contractuel sur emploi permanent lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté. Bon, lorsque j'ai lu cette note, j'ai trouvé qu'elle était quand même, comme on disait quand j'étais en classe préparatoire, elle était assez abscon. Donc j'ai essayé de vous la résumer. En fait, lors des recrutements, nous devons et nous essayons toujours d'avoir au titre de premier objectif de recruter du personnel qui est titulaire. On sait très bien qu'aujourd'hui, nous n'arrivons pas systématiquement à recruter du personnel qui est déjà titulaire, soit parce qu'il n'y en a pas en disponible, soit parce que ça ne correspond pas au délai que nous souhaitons. Donc nous nous retournons très souvent sur du personnel contractuel. Aussi, l'objet de cette note est de permettre au personnel qui est contractuel, au bout de 2 fois 3 ans où il a été contractuel, d'être CDIsé. Voilà l'objet de cette note, donc de sécuriser ce personnel au bout de 6 ans, lorsque nous aurons été satisfaits de la façon dont ce personnel s'est intégré dans les équipes et a travaillé. Voilà. J'ai essayé d'être synthétique. Voilà. S'il n'y a pas de questions, je propose de mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Merci. Le point suivant, il s'agit donc du traditionnel modification de tableau des effectifs. Ah non, non oui c'est ça, si c'est celui-là. Donc où vous voyez qu'il vous est présenté, et on parle toujours de poste, mais je rappelle qu'il s'agit, comme le rappelait Martine quand elle présentait les délibérations des RH, il s'agit de grades. Donc, en l'occurrence, là, vous avez la création de 4 grades pour 2 filières. Une première filière administrative avec 3 grades et une filière animation avec 1 grade. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce propos? Non, donc je propose de mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Merci. Point suivant, qui concerne une modification, petite modification de la carte scolaire. Donc je passe la parole à Elisabeth. Alors, il s'agit effectivement de la modification de la carte scolaire. Donc 4 pavillons ont été construits et récemment. Et impasse des Cyprès.
Cette voie ne fait pas partie de la carte scolaire actuelle puisqu'il n'était pas construit, donc il convient donc de l'ajouter à la carte scolaire. Change de micro. Change de micro. Oui, parce qu'après, on aurait des difficultés sur l'enregistrement. Voilà, tu peux recommencer. Donc je disais que 4 pavillons ont été construits impasse des Cyprès, du numéro 1 au numéro 4, et cette voie qui n'existait pas ne faisait pas partie de la carte scolaire actuelle. Donc il convient donc d'ajouter cette voie et de l'affecter au périmètre scolaire en Briquet pour la maternelle et Marcel Pagnol pour l'élémentaire. Ensuite, il y a une réalisation d'une nouvelle résidence nommée Woodside et située avenue des Prés-Batailles, qui va être rattachée à l'avenue de la Forêt. Et compte tenu du nombre de logements qui vont du numéro 1 au numéro 18, destinés aux locatifs, et pour maintenir un équilibre des effectifs dans chacune des écoles du centre-ville, on propose donc de mettre en périmètre commun pour la maternelle André Briquet, Paul Langevin, et pour les maternelles Marcel Pagnol, Jean Jaurès. Voilà. Donc il est donc demandé. Voilà. Y a-t-il des questions sur cette modification? Non. Donc je propose de mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Merci. Dernière délibération avant que je parle du vœu qui vous a été envoyé un peu plus tardivement. Philippe Huré. Bonsoir à tous. Alors oui, cette note a pour objet une aide financière pour l'association clésienne SEC Vadrouille dans le cadre de sa participation au 4L Trophy édition 2023. Alors pour faire court, en partenariat avec l'association Les Enfants du Désert, le RAID du 4L Trophy a pour objectif de promouvoir l'éducation en distribuant des fournitures scolaires et sportives aux enfants du Sud marocain. Et depuis 2011, avec l'aide de la Croix-Rouge française sur le volet aide alimentaire pour la distribution des repas à des familles françaises dans le besoin. Donc l'association SC Vadrouille a été créée en février 2022 par 2 étudiants dont l'un est clésien afin de pouvoir préparer leur participation à ce challenge en 2023. Aussi, SC Vadrouille sollicite une aide financière de 500 € pour mener à bien son projet. En contrepartie, un encart publicitaire avec un logo sera déposé sur le véhicule. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à attribuer cette aide financière à l'association SC Vadrouille et signer la convention correspondante. Oui, y a-t-il des questions? Oui, Monsieur Seval. Oui. Bon, j'ai déjà fait une remarque sur cette délibération. Alors, je suis allé regarder, bien évidemment, un peu plus dans le détail ce que c'était que le 4L Trophy pour me faire une idée. Et j'avoue que je suis assez réservé sur le sujet et l'événement. C'est pour les raisons, donc il y a effectivement des sujets qui tournent autour de l'humanitaire, donc ça on peut être que pour. C'est pour les jeunes qui ont envie de s'impliquer, de faire un certain nombre de choses, de préparer longuement quelque chose pour 12 jours de course. Après, je dirais que dans le contexte actuel, ça me paraît un petit peu difficile de venir subventionner quelque chose qui regroupe 1500 véhicules. 800 équipages en 2022. Ah, il n'y a que 800 équipages, il y en avait 1400 l'année. Non, c'est le nombre de participants, comme ils sont 2 par véhicule. Bon, donc il faudra tout diviser par 2 sur tout ce que je vais vous dire. C'est aussi simple que ça. Mais bon, voilà, on arrive à donc un demi-million de kilomètres parcourus dans cette épreuve, avec des véhicules qui consomment 7 litres au 100, donc je vous passe tous les calculs. Ça fait pas loin de 1000 allers-retours à New York, voilà, sur 10 jours. Je suis allé regarder la quantité de nourriture qu'ils rapportent, c'est 10 kilos par véhicule. Donc ce que je m'étais dit, c'est que s'ils voulaient peut-être améliorer leur événement, qu'ils pouvaient peut-être prendre des Citroën Type H, qui sont à peu près de la même époque et qui peuvent transporter 120 fois plus de charge. Comme ça, il y aura peut-être moins d'équipage
et autant de choses transportées. Voilà. C'était juste pour dire qu'effectivement, dans ce contexte-là, subventionner quelque chose qui va ramener encore des tonnes de CO2, je ne suis pas sûr qu'en tant que conseil municipal, on doive porter ça. Voilà. Votre avis sur la réduction du CO2, je ne peux que le porter. Par contre, c'est un événement étudiant avec des 4L. Bon, nous avons rencontré avec Philippe les jeunes étudiants. Leur projet nous a séduit. Bon, par contre, si on parle de rejet de CO2, vous savez, j'ai appris aujourd'hui le nombre de millions de kilomètres qui seraient faits, donc tout ce qui serait rejeté pour créer des éoliennes en mer, et je pense qu'on en est encore bien au-delà de ce que vous venez de citer. Voilà. Donc je pense que c'est très très marginal. C'est une bonne action pour tous les pays qu'ils vont voir. Effectivement, sur une 4L, ils peuvent pas emporter beaucoup. Je reconnais. Voilà. Mais ça fait aussi partie que ces jeunes qui font ça et cette sensibilité-là pour aller aider ces pays-là, pour moi, puis la commune des Clés va subventionner 500 €. Bon, et ceci dit, tous les équipages peuvent compenser leurs émissions carbone en reversant 30 € à la fondation Good Planet. Voilà. Bon, nous ne vous aurons pas convaincus, je n'en doute pas. Mais nous sommes convaincus tous les deux sur la nécessité d'agir. Voilà. Bon, je propose de mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Merci. Bon, avant de répondre à la question qui a été posée tout à l'heure sur la décision modificative, donc nous allons parler du vœu qui vous a été transmis et qui vous est proposé. Quelques mots néanmoins en introduction sur l'origine de ce qui vous est proposé. J'ai personnellement, au nom de la ville, de notre ville, c'était au mois de mai, je pense, j'ai émis lors d'un bureau des maires, enfin j'ai précisé lors d'un bureau des maires que j'allais, des maires de Saint-Quentin-les-Vignes, pardon, oui, que j'allais alerter l'Association des maires de France et des cabinets ministériels justement sur les difficultés qui allaient dans l'esprit de ce que vous avez décrit tout à l'heure, Monsieur Lévy, sur les difficultés que pouvaient rencontrer toutes les villes avec leur baisse de DGF, le fait que la taxe d'habitation n'était plus compensée que sur 2017, tout ce qui allait arriver. Et cette idée m'a permis d'avoir justement un rendez-vous demain au cabinet du ministre Monsieur Attal, où je serai j'accompagnerai le président de l'agglomération. Cette démarche, qui au départ était une démarche purement les Clés, a été reprise à juste titre au niveau de l'ensemble de l'agglomération, et donc il a été préparer ce vœu qui vous est proposé, qui est dans le cadre de notre agglomération et qui répond à cet objectif d'alerter sur les difficultés qu'encourent certaines communes aujourd'hui, sachant qu'en plus de ce que je viens de citer, bien entendu, il y a l'effet de l'inflation, l'effet de l'énergie. Et puis pour répondre je crois que quelqu'un a abordé tout à l'heure le fait que si on avait des difficultés au niveau de la DGF, cela venait que nous avions un potentiel fiscal ou une ville qui était riche. Je vais simplement citer deux chiffres. Je ne vais pas citer la commune parce que ce n'est pas du tout l'objet de citer la commune, mais nous avons une commune qui est voisine, qui avait en 2020 par habitant plus de 100 € de dotation de DGF, alors que nous, les Clés, nous avions que 45 €. Cette commune avait un déficit de logements sociaux bien supérieur au nôtre. Donc, lorsque j'entends dire systématiquement, c'est parce que nous sommes une commune riche et parce que nous n'avons pas nos logements sociaux, c'est faux. Les calculs sont beaucoup plus compliqués que ça.
Voilà. Et ça, c'est un message que je veux porter demain au cabinet du ministre. Nous ne pouvons pas systématiquement nous retrouver avec les baisses que nous avons. Pour illustrer par rapport à notre commune des Clays, je vais vous donner quelques chiffres très très simples. En 2012, c'est-à-dire il y a 10 ans, si je neutralise ce qui nous est compensé par l'agglomération, nous touchions 3 151 000 € de DGF, il y a 10 ans. Aujourd'hui, notre DGF en 2022, c'est 336 000 €. Donc, en 10 ans, nous avons perdu par année, pour l'année prochaine, 2,8 millions d'euros, c'est-à-dire 89% de notre DGF. Si nous regardons sur les 5 dernières années, nous sommes passés de 1 278 000 à 336 000 €, c'est-à-dire qu'on a perdu sur les 5 dernières années 941 000 €, soit 74%. 2,8 millions d'euros sur un budget de 25 000 par an, hein, à partir de 2023, sur un budget de 25 millions d'euros d'une commune comme la nôtre, hein, on imagine ce que c'est. Et comme vous l'aviez précisé, Monsieur Lévy, non seulement on nous baisse ces dotations, mais en plus on paye plus au titre de la compensation pour certaines villes qui sont soi-disant pauvres. Et quand je regarde le niveau de DGF ou le niveau de DSU qu'ont cette ville, pour certaines, qui sont peut-être un peu plus grandes que la nôtre, ça équivaut au budget de notre commune. Donc, à un moment, il faut aussi arrêter de taper sur les villes intermédiaires comme la nôtre. Pour le FPIC et le FSRIF, je vais vous donner un chiffre. En 10 ans, nous avons contribué 468 000 € de plus par an à partir de l'année prochaine, c'est-à-dire plus 300%. Sur les 5 dernières années, nous avons contribué, nous contribuerons en 2023 à 170 000 € de plus. C'est-à-dire que si je fais la somme pour l'année 2023 par rapport à ce que nous avions en recettes ou ce que nous devons donner en dépenses supplémentaires, c'est 3,2 millions d'euros par an, c'est-à-dire c'est presque la réhabilitation d'une école comme Jean Jaurès, par an. Voilà. Donc je pense qu'au bout d'un certain temps, il faut que tout le monde entende que ça ne peut pas être toujours les mêmes communes qui sont mises à contribution. Voilà. C'était le message que je voulais illustrer au travers des chiffres des Clays. Donc le vœu, il est repris par l'ensemble des 12 maires de l'agglomération, au-delà de toute contingence politique, parce que ce qui nous importe, nous, c'est de défendre notre population. Voilà. Alors ce vœu, à partir du moment où il sera voté en conseil municipal, il donnera lieu après à une conférence de presse au niveau de l'ensemble des 12 maires de l'agglomération. Mais la démarche où j'accompagne le président de l'agglomération demain, donc s'inscrit dans le cadre que j'avais initié personnellement et aussi dans le cadre de ce vœu. Voilà. Y a-t-il des questions? Oui, Monsieur Lévy. Oui, quelques remarques ont été relevées sans remettre en cause la démarche, parce qu'en effet, je pense que toutes les communes de France et même de Navarre subissent une altération des lois de décentralisation, puisque le but c'était de faire confiance aux collectivités territoriales, leur donner une autonomie budgétaire, leur donner une autonomie de recrutement. Donc le fait d'avoir supprimé la taxe d'habitation, forcément, nous lie et nous pénalise s'il n'y a pas de compensation derrière. Donc il y a quelque part une atteinte à cette loi, ces lois de décentralisation. Je pense que oui, la démarche est louable. Alors, par rapport à la taxe d'habitation, on ne peut pas dire qu'il n'y a plus de taxe d'habitation. Il y a eu une dotation sur la base de 2017, mais il n'y a plus aucune dynamique. Et puis, rien ne nous dit que demain, nous allons avoir de nouveau cette taxe d'habitation.
puisqu'on voit bien ce que donnent les dotations, puisque la DGF, on a perdu 90% en 10 ans. Je pense qu'aussi les collectivités sont soumises à d'autres contraintes, ne serait-ce que le département par rapport au RSA, où certains départements demandent à l'État de reprendre, que les dossiers soient pris en compte et gérés au maximum. Donc on est face à une réalité où la démocratie, qui était le but de ces lois de décentralisation, qui datent de 40 ans quand même, qui ont été étoffées, sont altérées. Donc la démarche est louable. Si le texte il est gravé sur l'ensemble des communes, on ne pourra pas le modifier. C'est un texte qui est bon, si vous avez... Il a été présenté et validé par l'ensemble des communes. Alors après, si à la marge vous voulez rajouter un mot ou deux mots, mais on ne peut pas le remettre en cause puisque il a été à ce jour validé par l'ensemble. Et nous sommes les premiers à le proposer. Okay. Mais si vous avez... qu'est-ce que vous vouliez proposer à la marge? On y va, puisque nous avons Nicolas qui est absent, donc a passé un certain temps pour vérifier au plus près le contenu, ce qui est normal. Exemple, donc dans le deuxième paragraphe, il apparaîtrait important que les coûts supplémentaires de dépenses en 2022 soient ceux de la commune et non de l'agglo. Oui, alors, non, attendez, pardon. Justement, alors, là, je reviens sur la présentation, parce que là, on a parlé de l'agglo. C'est un vœu qui est porté par l'agglo, d'où les chiffres de l'agglo. Et c'est pour ça que je vous ai ressorti tout à l'heure les chiffres de la commune, et demain, au ministère, moi, je donnerai les exemples des chiffres de la commune, parce que c'est un vœu qui est porté par l'agglo, suite à notre démarche. Je ne sais pas si je me suis exprimé assez clairement. C'est pour ça que vous avez les vœux de l'agglo. Vous avez les chiffres de l'agglo, pardon. Bon, c'est vrai que nous sommes en séance, donc on aurait pu en amont vous les envoyer, ça aurait été peut-être... Mais on y va, si on a un certain léger temps. Toujours dans le troisième paragraphe, par ailleurs, quelles sont les communes... Alors, pardon, pour revenir à ce que vous dites, moi je veux bien proposer, je ne sais pas si ça sera accepté, mais mettre les chiffres que je vous ai donnés, qui sont en annexe, qui sont les chiffres des clés. C'est ce que demandait Monsieur Hu. Si ça vous convient, c'est les chiffres, les chiffres des clés. Voilà. Oui, ça serait mieux. Ouais. Ouais, alors, et nous, on vote avec exemple des chiffres des clés. Si ça vous convient. Avec, moi j'ai pris les chiffres DGF, FPIC, SFRIF. J'ai pas parlé des augmentations de la masse salariale parce que je suis resté sur le concret des 10 dernières années. Voilà. Juste un point peut-être à rajouter sur une remarque que Nicolas nous avait faite et qui me semble intéressante sur la suppression de la CVAE. C'est pareil, c'est pas nous. La CVAE, c'est l'agglo. Oui, mais alors c'est l'agglo, mais en tout cas dans les arguments à faire valoir, qu'elle est due aux collectivités, donc elle est récupérée l'année N-1 et livrée aux collectivités l'année N. Donc que cette année, si elle disparaît, que les collectivités puissent quand même en bénéficier l'année N+1, même dans le cas où... Oui, mais alors vous avez vu que le but, c'est pas qu'elle disparaisse, on demande qu'ils la suppriment. Tout à fait, mais déjà, rien qu'en argumentaire supplémentaire, que même si ils doivent l'arrêter, qu'elle soit au moins rendue pour l'année N+1. Quoi. Ouais. C'était juste des arguments, des éléments. On va poser la question, mais là je pense que j'aurais du mal, alors que là, le fait d'annexer dans la délib nos chiffres, je pense que là, c'est incontournable. Dernier élément, c'est une formulation qui peut interpeller, c'est au paragraphe 3, sur les propriétaires. À la place de « c'est donc sur les seuls propriétaires, etc. », il est aussi injuste qu'inéquitable que les seules possibilités d'équilibre des budgets activités locales ne reposent que sur la seule taxe dont elles sont encore maîtres, donc la taxe foncière. Oui. Mais il y a aussi les tarifs des activités proposées à toute la population dans un contexte d'inflation galopante vécu par tous. Donc, dans un premier vœu, ça serait bien d'ajouter le... Alors c'est vrai que la notion propriétaire... locataire risque de créer, une fissure quelque part. Alors, pour l'extérieur, les locataires peuvent considérer que eux aussi sont soumis par les
pas leurs activités, lorsqu'ils s'inscrivent, vous voyez. Il faudrait trouver une autre formulation. Mais là, même les tarifs les communes sont obligées de les augmenter, mais tout le monde paiera, que ce soit propriétaire ou locataire. Alors que, avec cette réforme de la taxe d'habitation, vous avez beaucoup de services qui ne donnent pas lieu à facturation, qui sont gratuits, entre guillemets, pour les personnes qui ne sont pas propriétaires, alors que rien n'est gratuit, tout a un coût. Voilà, c'est ça que ça veut dire. C'est ça. Voilà. Mais il n'est pas question de stigmatiser le locataire par rapport au propriétaire. C'est factuel. Aujourd'hui, la seule dynamique fiscale qui repose sur les communes, c'est la taxe foncière. C'est pour ça que vous avez des communes qui ont augmenté dans des proportions colossales avant ce qui se passe aujourd'hui avec l'inflation. Et si on ne nous redonne pas une autre dynamique fiscale, on ne sait pas comment on va faire. Voilà. Voilà, c'est ça ce que je sais. Je vous donne un exemple pour illustrer. Le service état civil, il donne lieu à aucune facturation. C'est un service qui est commun à toute la population, et heureusement. Par contre, si vous allez avoir une prestation, là, vous pourrez avoir certaines facturations. Mais cette prestation, que vous soyez propriétaire ou non propriétaire, de toute façon, si vous bénéficiez de cette prestation, vous la payerez. Mais vous avez raison, il ne faut surtout pas stigmatiser le propriétaire vis-à-vis du locataire. Mais la réalité fiscale, aujourd'hui, c'est ça. Voilà. Donc, je propose de mettre aux voix en intégrant les chiffres des clés, si vous en êtes d'accord. Donc, qui est contre, qui s'abstient et qui est pour. Donc, merci pour cette unanimité. Et puis, nous espérons que nous serons à minima entendus, au-delà de certains discours politiques qui sortent aujourd'hui, puisqu'il semble quand même qu'il y a une prise de conscience de nos difficultés. Dernier point, il y avait une question sur la vidéo. Que vous aviez posé, ce qui était sur la décision 193. Alors, il s'agit du nettoyage des caméras 4 fois par an. Il s'agit de la mise à jour des logiciels régulièrement. Il s'agit du diagnostic des pannes et également, s'il n'y a pas de problème de hard à changer, de la réparation de la panne. Pour vous donner un exemple une estimation des interventions qui sont intervenues, il y en a eu 70 sur l'année précédente. Voilà. Voilà. Donc, il n'y a plus de personnes dans la salle, donc sinon j'allais proposer, après la clôture du Conseil, s'il y avait des questions. Voilà, mais il n'y a plus personne. Oui, mais bon, je pense qu'il n'y aura pas de questions. Voilà. Il peut n'y avoir que des réponses avec la personne là-bas. Voilà. Bon, donc je propose de clore ce Conseil. Je vous remercie sur la teneur des débats qui a eu lieu et le très grand nombre de délibérations qui ont été votées à l'unanimité. Merci, bonne fin de soirée. Le prochain conseil, on l'avait nommé, Thomas, le prochain. C'est le 5 décembre, je crois. C'était le 5 ou le 6 décembre, je crois que c'était ça. C'était 5 décembre, voilà, c'est ça. Merci, bonne fin de soirée.